Alors, Monsieur Certain nous a parlé de l'effet de l'eau sur les territoires. Moi, je vais vous parler de l'effet de l'absence de l'eau sur les territoires, donc les sécheresses, effectivement. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire que je vous rappelle particulièrement l'ensemble des effets néfastes des sécheresses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur l'importance de prévoir ces événements-là, qui sont encore très difficiles à prévoir. Et là, je viens d'utiliser un mot qui est prévision, et c'est quelque chose qu'il faut que je précise tout de suite. Donc, je vais commencer directement. Quand on parle de prévision, en règle générale, il y a plusieurs choses qui vous viennent en tête. Il y a les prévisions que vous connaissez tous, qui sont globalement les prévisions. Alors, j'ai mis 0, 15 jours, j'étais très généreux. Les prévisions que vous connaissez si vous regardez le JT, globalement, ou si vous restez après le JT en tout cas, ou que vous avez sur vos téléphones, c'est des prévisions qui sont fiables à quelques jours d'échéance. J'ai mis 0, 15 jours, c'est vrai que j'étais particulièrement généreux. Donc on appelle ça les prévisions météorologiques. Il y a un autre type de prévision que vous connaissez, dont on entend parler depuis ce matin, c'est les prévisions dites des courbes qui pètent le plafond, c'est les prévisions climatologiques, donc entre 20 et 200 ans, voire plus. Donc c'est une échéance qui est beaucoup plus longue. Et en fait, entre les deux, vous voyez qu'il y a un trou, et en fait, dans ce trou-là vient se caler un autre type de prévision. C'est les prévisions dites, je vais y arriver, c'est les prévisions dites saisonnières. Je vais y arriver. C'est les prévisions dites saisonnières. Donc c'est des prévisions que l'on réalise et que Météo France réalise tous les mois. Donc c'est des prévisions à échéance 1 mois, 3 mois, parfois 4 mois, mais bon, en règle générale, on est sur le 1 à 3 mois. C'est des prévisions que vous pensez ne pas connaître, et pourtant c'est des prévisions que vous connaissez. Parce que tous les mois, comme je l'ai dit, Météo France sort son bulletin pour les tendances sur les 3 prochains mois. Donc c'est des prévisions qui globalement ressemblent à ça. Donc là, vous ne faites pas avoir par le rouge foncé et le rouge plus clair. La question c'est, est-ce qu'il est probable qu'on soit au-dessus des normales de saison, ou est-ce qu'il est très probable qu'on soit au-dessus des normales de saison? Il y a la même question avec en dessous, et enfin voilà. Donc ça c'est pour les températures. On sort la même chose pour les prévisions de précipitations. Bon, sans grande surprise, en règle générale, il est très probable qu'on soit au-dessus des normales de saison, mais je pense que ça, vous l'aurez compris. Et en fait, je vous ai dit que vous connaissez ce type de prévision parce que, en règle générale, quand Météo France sort ce genre de prévision, tout de suite dans la foulée, vous commencez à recevoir des notifications sur votre téléphone, ou en tout cas, il y a des articles sur pas mal de journaux qui sortent, qui s'affolent un petit peu des prévisions par rapport aux températures qui sont en train de s'affoler. Donc, en règle générale, c'est des articles de journaux qui s'affolent. Parfois, on tombe sur des articles de journaux qui sont très contents et qui vous annoncent que vous allez pouvoir ressortir le barbecue pour l'été. Bon, c'est une question de point de vue. Le problème, c'est que, comme moi je vous parle de prévisions saisonnières, parce que c'est des prévisions, donc je vous l'ai dit, à quelques mois d'avance, quelques mois d'échéance, et en fait, pour réaliser ces prévisions, on a besoin de ce qu'on appelle des sources de prévisibilité. Alors, les sources de prévisibilité, on en a besoin notamment quand on cherche à prédire les précipitations. Globalement, pour prédire les températures, on n'est pas trop mauvais. Pour prédire les précipitations, la pluie, on est un peu moins bon, voire franchement moins bon. Donc on va s'appuyer sur des sources de prévisibilité. Et là, je vais commencer juste par vous expliquer très rapidement comment ça marche, les sources de prévisibilité. Donc, il y en a une que vous connaissez, très certainement, c'est El Niño. Alors, El Niño, ce n'est pas son nom exact. Son nom exact, c'est ENSO. Je vais vous épargner l'acronyme en anglais par respect pour vos oreilles. Globalement, El Niño, c'est la phase positive d'une oscillation ENSO. C'est une zone dans le Pacifique équatorial qui passe en phase chaude et en phase froide. Et en fait, en fonction de si on a cette zone qui est chaude ou qui est froide, on est capable de déterminer partout à travers le monde si jamais on va être plutôt, désolé pour la qualité de l'image, si on est plutôt sec, plutôt humide, si on a plus de précipitations que la normale ou moins de précipitations que la normale. Donc en fait, juste en regardant cette zone au niveau du Pacifique, je suis capable de vous dire s'il y a de fortes chances que vous soyez plus chaud, plus sec ou plus humide que la normale. Le problème, c'est que si vous regardez l'Europe, on n'a aucune influence de El Niño dans cette région-là. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais on veut prévoir les précipitations dans la région européenne, on ne peut pas se contenter de cette source de prévisibilité. Il faut qu'on en trouve d'autres. Donc, c'est ce à quoi s'attache le début de ma thèse. Et donc, moi, je vais vous présenter un petit peu quelle source de prévisibilité on a choisi et comment est-ce que ça influe sur les précipitations en Europe, et plus particulièrement dans les Pyrénées-Orientales. Donc, je vais vous parler pour ça de régime de temps. Alors, les régimes de temps, je vous les introduis tout de suite. Une source de prévisibilité, une source de prévisibilité potentielle pour les précipitations, c'est ça. C'est le champ de pression au-dessus de l'Atlantique Nord. Donc là, je vous présente, donc c'est jour par jour, vous voyez qu'il y a une modulation du champ de pression,
Et en fait, on sait déjà que ceci influence les précipitations en Europe. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point. Et ce qu'on ne sait pas non plus, c'est, ok, les précipitations c'est une chose, mais les sécheresses c'en est une autre. Donc, le travail que je vous présente maintenant, c'est à quel point ceci joue sur les précipitations. Alors ce que vous voyez, c'est que ça, c'est quand même un champ qui est assez compliqué à analyser. Il y a des modulations, ça change tous les jours. Donc en fait, on utilise un petit outil mathématique qui nous permet de simplifier un petit peu cette étude pour déterminer l'influence de la circulation atmosphérique sur les précipitations. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a le champ initial à gauche, qu'on va filtrer pour garder uniquement les grandes composantes. Donc là, vous voyez qu'il y a, sur la face centrale, on a des composantes qui sont beaucoup plus lisses. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, tout simplement, donc réaliser du clustering. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, là, 3 jours d'affilée, j'avais des formes qui étaient un peu différentes, mais globalement, elles se ressemblaient. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans la même famille. Et en fait, ces familles-là, on appelle ça des régimes de temps. C'est là qu'arrive le terme. Donc ce qu'on fait, c'est un petit peu, donc voilà, tous les jours vous regardez quelle est la forme du champ de pression, et en fait c'est comme si vous cherchiez à ranger ce champ de pression dans une case, et vous avez 7 cases devant vous. Donc les 7 cases, les voilà, c'est les 7 états préférentiels de l'atmosphère au-dessus de l'Atlantique Nord. Globalement c'est ça. Et donc ça c'est ce qu'on appelle les régimes de temps. Il y en a un certain nombre, vous voyez qu'il y en a qui sont plus présents que d'autres, naturellement. Les fréquences que j'indique, c'est les fréquences climatologiques. Hein. Donc on a le régime zonal qui est largement prédominant, le Greenland Blocking également. Donc ça, c'est des petits noms qu'on leur donne. Et ce qui est intéressant, une fois qu'on a fait ça, c'est qu'on est capable de dire, ben voilà, j'ai mes 7 régimes de temps, mes 7 états préférentiels de l'atmosphère, et à partir de maintenant, ce que je peux faire, par exemple, c'est leur attribuer à chacun une couleur, et ensuite arriver à ce genre d'illustration. Alors, là, vous allez me dire, c'est quoi le lien entre les sécheresses en Europe et le carrelage d'une salle de bain, visiblement? C'est pas un carrelage, c'est les années de 1960 à 1988. Donc vous avez à gauche le 1er janvier, à droite vous avez le 31 décembre. Une ligne, c'est une année. Et là, en fait, ce que je suis en train de vous montrer, c'est l'historique, c'est l'emploi du temps de notre planète au-dessus de l'Atlantique Nord. Et en fait, on est capable de faire ça sur l'ensemble des années qui vont de 1960 à 2022. Et donc là, à partir de maintenant, je suis capable de vous dire quel jour précisément était actif quel régime. Et pourquoi est-ce que c'est utile de faire ça? C'est parce que maintenant, si parallèlement à ça, je regarde les précipitations en Europe, j'obtiens ce genre de carte. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'en règle générale, si on regarde le régime zonal dont je vous ai parlé juste avant, tout en haut à gauche, le régime zonal, quand il est actif, en moyenne, on a du sec sur le sud de l'Europe et de l'humidité, un excès de précipitation, sur le nord de l'Europe. Donc ça nous donne déjà une première info sur l'influence des régimes de temps sur les précipitations en Europe. Maintenant, il va falloir relier ça aux sécheresses. Donc les 2 questions qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que cette explication, cette décomposition, cet outil mathématique que l'on utilise, qui n'est qu'un outil mathématique, c'est déjà suffisant pour expliquer la circulation atmosphérique de grande échelle? Et la deuxième question qu'on se pose, c'est si jamais c'est suffisant, est-ce que je peux utiliser cet outil pour déterminer la contribution de la circulation atmosphérique aux sécheresses en Europe? Autrement dit, est-ce que je suis capable de déterminer l'importance de cette source de prévisibilité qu'est la circulation atmosphérique de grande échelle? Alors depuis tout à l'heure, j'utilise un mot particulier, je parle de sécheresse, qu'on a déjà entendu plusieurs fois aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une sécheresse? Et je pense que si jamais je pose la question à chacun d'entre vous ici présents, je vais probablement avoir pas mal de réponses différentes. Nous, le choix qu'on a fait, ça a été d'utiliser un indicateur, le SPI 3. Donc Hervé, tout à l'heure, nous a parlé du SPI 6. Donc là, c'est le SPI 3. Donc c'est un indice, globalement, il vous dit jour après jour, il regarde 3 mois, donc 90 jours, ou 80 jours, et il vous dit si durant ces 90 jours, vous avez été, en gros, au-dessus ou en dessous de la quantité d'eau reçue habituellement par cette région-là. Donc, vous regardez cet indice, vous avez la série temporelle associée à cet indice, et quand vous êtes en dessous d'un certain seuil, vous êtes en période de sécheresse. Donc là, vous voyez qu'on a 2, 4, 6, 7 sécheresses qui ont été détectées avec notre indice-là. Si jamais on veut faire ça, et qu'on veut l'appliquer sur l'Europe, ou sur n'importe quelle région, il faut simplifier un petit peu l'étude. On ne peut pas juste regarder en chaque point de grille si jamais on est en sécheresse ou pas, et ensuite dire, bon alors là on a une influence, là on n'a pas d'influence de la circulation atmosphérique, etc. Ce qu'on a décidé de faire pour réduire la dimension de l'étude, c'est qu'on a fait des moyennes. En fait, on a défini des régions, donc
On a défini des régions, comme par exemple la région espagnole, la région française, etc. Et on a fait des moyennes, et on a regardé quelle était la tête du SPI sur ces régions-là, pour dire ensuite, ben, cette région est en sécheresse, celle-là ne l'est pas. Initialement, on est parti des régions du GIEC, les régions dont Hervé parlait tout à l'heure. Le problème, c'est qu'en fait, ces régions, on a prouvé que c'est des régions qui sont très mal définies vis-à-vis du comportement des sécheresses. Donc, on a dû redéfinir des nouvelles régions dans lesquelles on pouvait réaliser notre étude. Donc, on a regardé en gros des régions qui se comportent de la même façon vis-à-vis des sécheresses. Donc là, on a défini 6 nouvelles régions. Donc, Hervé va être content, la Normandie est repassée dans la Western Europe. Donc ça, c'est des régions qui se comportent de la même façon vis-à-vis des sécheresses. En gros, si vous reprenez la région 2, donc la région Espagne-Portugal et le bras méditerranéen en France, globalement, c'est des régions où, quand vous avez une sécheresse à un endroit, il y a de fortes chances que l'ensemble de la région soit en sécheresse. Une fois qu'on a fait ça, on est en capacité de se poser une question. Si je reviens sur l'emploi du temps que j'avais tout à l'heure, si jamais je reviens sur l'historique des régimes de temps qu'on avait tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais des fréquences climatologiques que j'avais calculées. Maintenant, si jamais je prends n'importe quelle période et que je me rends compte que j'ai une sécheresse à un instant donné, donc une sécheresse, je vous l'ai dit tout à l'heure, on les détecte en regardant le SPI 3. Si jamais je détecte une sécheresse à un instant donné et que je regarde les 90 jours qui précèdent cette sécheresse-là, est-ce qu'on a des régimes qui sont particulièrement présents par rapport à la normale? Est-ce qu'on a un régime qui était particulièrement excité par rapport à la normale? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le régime zonal, il assèche le sud de l'Europe, il humidifie le nord de l'Europe. Si jamais on a une sécheresse dans le sud de l'Europe, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est tout simplement pas parce que le régime zonal était inhabituellement présent durant les 90 jours qui ont précédé cette sécheresse? Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est posé cette question-là. Et donc, sur les 90 jours qui précèdent une sécheresse, on est capable de calculer la fréquence pré-sécheresse de l'ensemble des régimes. Ce qui nous donne globalement l'anomalie de fréquence de chacun des régimes. Bon, vous aurez compris. Et donc la question c'est, je vous l'ai dit, est-ce qu'un régime était particulièrement présent ou pas quand on regarde une sécheresse? Donc, on a fait l'application sur l'Europe, on a fait l'application, enfin j'ai fait a posteriori l'application sur les Pyrénées-Orientales. Ça donne des résultats qui sont assez intéressants et c'est intéressant de regarder ce qui se passe sur l'Europe avant de se concentrer sur ce qui se passe sur les Pyrénées-Orientales. Sur l'Europe, donc là je vous ai pris uniquement les 4 premières régions. Alors les 4 premières régions, donc je vous l'ai dit, c'est la 1, 2, 3, 4. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait la région 2, la région 4 et la région 1, ce sont des régions qui se trouvent sur le pourtour méditerranéen. Chose intéressante, on avait commencé par prendre en compte le nord de l'Afrique. Et en fait, on a prouvé que mathématiquement, par construction, l'indice SPI, celui qu'on utilise pour détecter les sécheresses, en fait, ne peut pas donner des résultats qui sont cohérents sur cette région-là. Donc, c'est pas cohérent de la prendre en compte. Je reviens à mes moutons. Si jamais on regarde les fréquences de chacun des régimes sur les 90 jours précédant les sécheresses pour ces 4 régions-là, ce que vous voyez, c'est qu'on a effectivement des anomalies de fréquence significatives sur l'ensemble de ces régions-là. Donc, effectivement, les sécheresses sont marquées ou sont précédées par des anomalies de fréquence de régime. Donc il y a bel et bien des régimes qui sont beaucoup plus présents que d'autres durant la période qui précède les sécheresses. Donc c'est ce que je répète ici. Et la question qu'on peut se poser, c'est, bon, maintenant on sait que les régimes, une surexcitation de régime précède une sécheresse dans les régions d'intérêt. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de reconstruire les anomalies de précipitation, donc est-ce qu'on ne peut pas essayer de reconstruire l'information de sécheresse à partir de ces anomalies de fréquence? Pourquoi? Parce qu'à Météo France, on galère à prévoir les précipitations, et on n'a pas trop de problèmes à prévoir le champ de pression. Donc si jamais on prévoit le champ de pression correctement, en fait on est capable de prévoir à peu près correctement ces anomalies de fréquence. Et donc à partir du moment où on détecterait ces anomalies de fréquence-là, il pourrait être intéressant de se poser la question, attendez, moi je m'intéresse à la région numéro 3, qui correspond globalement à la France de Napoléon, le Pays basque espagnol et le Royaume-Uni. La question qu'on a le droit de se poser, c'est voilà, je détecte ces anomalies, je prévois ces anomalies de fréquence-là, est-ce qu'on va avoir une sécheresse ou pas? Donc, la question qu'on s'est posée, je vous l'ai dit, c'est est-ce qu'on peut prévoir la sécheresse à partir de ces anomalies de fréquence? Comment est-ce qu'on a fait pour répondre à cette question-là? Je vous l'ai dit, tout à l'heure, je vous ai montré les 7 régimes de temps, je vous ai montré les 7 patterns, les 7 anomalies de précipitation associées à ces régimes de temps-là.
Et on est parti du principe tout simplement que si sur les 90 jours qui précèdent une sécheresse, on avait un régime qui était particulièrement présent, alors il était cohérent que sur la moyenne de précipitations sur ces 90 jours, on retrouve particulièrement l'anomalie de précipitation qui est associée à ce régime. Donc, c'est ce que j'illustre ici. On prend les 7 régimes de temps. Bon, là, je vous en montre que 4 parce que sinon, ça devient illisible. Et en fait, on prend les 7 patterns de précipitation associés aux 7 régimes de temps et on les pondère, on fait du pattern scaling, par l'anomalie de fréquence que l'on a détectée. Et la question, c'est est-ce que ce que l'on obtient, c'est le signal de précipitation qui nous intéresse, l'anomalie de précipitation moyenne sur les 90 jours. Alors, si jamais on réalise la décomposition mathématique de ce terme, qui est le signal de précipitation moyenne sur les 90 jours, en fait, si on le fait proprement, on a 3 termes qui apparaissent. Le premier terme, c'est celui qui nous intéresse. C'est à quel point les régimes de temps, c'est cohérent, et c'est l'influence de la circulation atmosphérique sur les sécheresses. Le deuxième terme, c'est un terme qui, on espère, sera particulièrement bas, parce que c'est à quel point on s'écarte de ces patterns de précipitation. Donc en fait, c'est à quel point l'approche par régime de temps n'est pas adaptée à notre étude. Le dernier terme, c'est un terme qui est un peu compliqué à comprendre, c'est un terme de concomitance entre déformation de pattern et déformation de fréquence. Je le laisse de côté, c'est même pas particulièrement pertinent ici pour notre étude. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé chacun des 3 termes pour chacune des régions de l'Europe. Là, je vous présente encore une fois les 4 régions. On peut se concentrer uniquement sur la première ligne, ce sera largement suffisant pour avoir l'idée principale. La première ligne, ça correspond à la région Eastern Med. Donc c'est la région qui est à l'est de la Méditerranée. Vous avez à gauche le signal que l'on essaie de reconstruire. En rouge, enfin encadré en rouge, le signal qui nous intéresse, celui qui on espère sera le plus important. Au centre, le signal qui explique à quel point on n'est pas bon quand on utilise les régimes de temps, et à droite, le terme un peu compliqué. J'ai résumé l'information de ces 3 signaux dans le graphique qui est à droite. Donc en fait, vous voyez bien qu'on a du rouge foncé, du bleu clair et du bleu foncé. Nous, encore une fois, si jamais on est bon pour reconstruire les précipitations à partir des régimes de temps, on a le signal rouge foncé qui est particulièrement important. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'on n'est pas très bon. Tout simplement. On a le terme bleu clair qui est en permanence prédominant. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a d'autres phénomènes qui rentrent en jeu. Par contre, autant on n'est pas bon pour reconstruire l'intensité du signal, vous voyez, autant on n'est pas trop mauvais pour reconstruire le pattern de précipitation. Ce que vous voyez, c'est que si on regarde toujours la première région, on arrive bien à reconstruire du sec sur la région d'intérêt. Le problème, c'est qu'en fait, le sec qu'on reconstruit n'est pas assez fort. Pareil pour les régions suivantes. En fait, on arrive toujours à prévoir où on sera sec et où on sera humide, mais juste pas à quel point on sera sec et à quel point on sera humide. Et donc ça nous a mis la puce à l'oreille, et on s'est dit ça ressemble à un signal qui est juste, mais qui est noyé dans la masse d'autres signaux qui ne seraient pas justes. Parce que comme ça, je l'ai fait sur l'ensemble des sécheresses, c'est en moyenne pour l'ensemble des sécheresses des régions. Ce qu'on s'est dit, c'est que ça pourrait peut-être être intéressant de regarder chacune des sécheresses une par une. C'est ce qu'on a fait. Sur l'axe horizontal, vous avez l'ensemble des sécheresses qui ont été détectées de 1960 à 2022 pour la région Western Med, donc Espagne, Portugal, sud de la France. Vous avez un trait rouge à chaque fois que l'on arrive à reconstruire correctement une sécheresse. À chaque fois que, 1, les régimes de temps sont pertinents pour observer la circulation atmosphérique de grande échelle, et 2, c'est une sécheresse pour laquelle la circulation atmosphérique a influé sur la sécheresse. Donc vous voyez que globalement sur la région Western Med, je crois qu'on est... Alors j'ai plus les chiffres en tête. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc on a 14 sécheresses pour lesquelles notre approche fonctionne bien, et je crois qu'on a une trentaine, voire un peu plus, de sécheresses pour cette région-là. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a à peu près une sécheresse sur 2, un peu moins, qui est influencée par la circulation atmosphérique de grande échelle. Et je vous ai dit, encore une fois, nous on essaie de reconstruire le pattern de précipitation qui était associé. Donc en B et D, c'est ce qu'on essayait de reconstruire, et en C et E, c'est le pattern que l'on obtenait quand on essayait de reconstruire. Donc dans les cas où ça marche en haut et dans les cas où ça ne marche pas en bas. Donc effectivement, tout à l'heure, on avait, juste ici, si on prend la région Western Med, donc deuxième ligne, si on avait un schéma, un signal qui était particulièrement faible, c'est parce qu'en fait, ce pattern-là, ce schéma-là, c'est la moyenne entre la figure C et la figure E.
Maintenant, ce qui est intéressant avec cette méthode qu'on a développée, c'est qu'en fait, on peut l'appliquer à n'importe quelle région et n'importe quelle sous-région. En particulier, la région, enfin, le département Pyrénées-Orientales, et plus particulièrement, et également, le bassin méditerranéen français. Alors, pour faire ça, j'ai récupéré, je suis allé un peu fouiller dans les archives de Météo France, j'ai récupéré des données de haute résolution de précipitation, qui devaient remonter suffisamment loin, etc., donc c'était un peu compliqué. Ce que ça donnait sur les Pyrénées-Orientales était intéressant, mais en fait ça donnait les mêmes résultats sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Donc je me suis dit pourquoi me cantonner aux Pyrénées-Orientales et pas juste regarder l'ensemble de ce que ça donne sur la Méditerranée. Bon, vous voyez qu'à droite, je ne suis pas un pro de la géographie française, mais vous voyez qu'à droite on a deux départements qui ne sont pas collés à la mer, qui ont quand même été pris en compte. Donc j'ai réalisé la même étude sur cette région-là. Et tout ce qui est dit sur cette région-là, en fait, est cohérent et peut être dit sur le département Pyrénées-Orientales. Donc, chose intéressante, cette région-là, en fait, est intégralement inclue dans la région Western Med dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, en fait, ça veut dire que l'ensemble des départements ont globalement le même comportement vis-à-vis des sécheresses. Il y a une chose intéressante, c'est que j'ai refait l'analyse avec le SPI 3. J'ai calculé le SPI 3 donc, sur cette région-là, je l'ai agrégé, et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que en fait, le SPI 3, qui est un indice comme un autre, ne sort pas de tendance récente sur les précipitations. Donc en fait, il n'y a pas si jamais on a une diminution du nombre de précipitations, on pourrait s'attendre à ce que le SPI 3 soit en chute libre. Ça n'apparaît pas avec cet indice qu'est le SPI 3. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut juste dire que cet indice, on sait qu'il y en a. On sait qu'il y a une diminution du nombre de précipitations. Ça veut juste dire que cet indice n'est pas suffisant pour prendre en compte cet effet de diminution de précipitations au fil du temps. C'est quelque chose qui peut être intéressant par la suite. Et en fait, faire cette étude, ça a été aussi une occasion de réfléchir un petit peu aux hypothèses qu'on avait prises pour l'étude plus globale. Encore une fois, on avait les 7 régimes de temps, et avec les 7 régimes de temps, on est capable d'associer des temps sensibles. Donc on est capable de dire quel régime de temps fait pleuvoir et quel régime de temps assèche notre région, tout simplement. Donc ce qui est intéressant, gardez-le en tête, c'est qu'on a par exemple le régime zonal donc, qui assèche notre département, enfin l'ensemble des départements, l'Atlantic Ridge également, donc tout à fait à droite, et le Mediterranean Trough. Deuxième ligne, deuxième colonne. Et donc, encore une fois, la question qu'on a le droit de se poser, c'est est-ce qu'il y a des sécheresses pour lesquelles qu'est-ce qu'il y a des sécheresses influencées par la circulation atmosphérique et des sécheresses qui ne sont pas influencées par la circulation atmosphérique. Donc j'ai refait l'étude que je viens de vous présenter. Je vais aller rapidement sur les résultats parce que globalement on obtient la même chose. Les barres rouges ont bougé pendant la conversion en PDF, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Il y a en gros une sécheresse sur 3 en Méditerranée française qui peuvent s'expliquer par la circulation atmosphérique. Donc uniquement en regardant le champ de pression, on est capable de prévoir une sécheresse sur 3 en Méditerranée française. En tout cas, la circulation atmosphérique influence une sécheresse sur 3 en Méditerranée. Encore une fois, donc, quelle est la tête de la sécheresse que l'on obtient si jamais quelles sont la tête des sécheresses qui sont concernées par la circulation atmosphérique? Bon, en fait, il n'y a pas trop d'informations, c'est les graphes qui sont à droite. C'est le même graphe que tout à l'heure, globalement, mais juste zoomé. Ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même encore du mal. Donc, première ligne, c'est les sécheresses pour lesquelles, juste en regardant la circulation atmosphérique, on est capable de reconstruire les sécheresses. On se rend compte qu'au niveau de la figure C, on galère quand même encore à reconstruire l'anomalie de précipitation sur notamment le département Pyrénées-Orientales. Et une dernière chose, c'est maintenant, si jamais on fait la distinction entre les sécheresses qui peuvent s'expliquer par la circulation atmosphérique de grande échelle et les sécheresses qui ne peuvent pas s'expliquer par la circulation atmosphérique de grande échelle, quelles sont les anomalies de régime de temps qui vont causer ces sécheresses-là? Donc, dans le cas où ça ne peut pas s'expliquer, c'est ce qu'il y a à gauche, c'est les anomalies de fréquence qu'il y a à gauche. Globalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est des sécheresses qui ne sont pas marquées par la prédominance d'un régime par rapport à d'habitude. Par contre, si on regarde à droite, ce qu'on voit, c'est qu'on a le régime zonal, l'Atlantic Ridge et le Mediterranean Trough, même si ce n'est pas significatif pour le Mediterranean Trough, qui sont anormalement présents durant les périodes qui précèdent les sécheresses dans cette région-là. Et on voit qu'on a un déficit de Greenland Blocking et de Atlantic Trough. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a trop de régime zonal et d'Atlantic Ridge,
Et en fait, on aurait pu s'en douter quand on regardait les précipitations qui étaient associées. Régime zonal, ça assèche. Atlantic Ridge, ça assèche. Je ne vais pas vous refaire la conclusion, je pense que j'ai déjà assez parlé. Je vous ai déjà expliqué ce que je voulais dire. Globalement, on a les sécheresses qui sont caractérisées par une anomalie de fréquence. On est capable de reconstruire d'une région à l'autre les patterns de sécheresse en regardant la circulation atmosphérique, même si ça dépend des sécheresses. Et voilà, dans les cas où ça ne marche pas, on a des pistes pour expliquer ça. Et la prochaine étape pour nous, enfin pour moi en l'occurrence, parce que je n'ai pas fini ma thèse, la prochaine étape pour moi, ça va être de regarder si jamais les modèles, donc là jusqu'à présent je vous parlais de réanalyse, donc Hervé a expliqué tout à l'heure ce qu'étaient les réanalyses, mais en gros je vous ai parlé, là tout ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on considère être la référence, la réalité en climatologie. Donc tout ça c'était dans la réanalyse. Maintenant on va regarder ce qui se passe dans les modèles CMIP6 en climat passé et en climat futur. Est-ce que les modèles reproduisent bien ce que je viens de vous montrer? Et comment est-ce que cette chose-là est modifiée dans le futur ou comment est-ce qu'elle était dans le passé, avec l'idée bien entendu de se poser la question de est-ce qu'on aura plus de sécheresse dans le futur ou pas. Une question qu'on a le droit de se poser, par exemple, c'est on a vu qu'il y avait un lien entre, je vous l'ai dit, le régime zonal et la région Méditerranée française. Est-ce qu'à l'avenir, le régime zonal va totalement disparaître? Et dans ce cas, est-ce qu'on va avoir une prédominance d'un autre régime? Est-ce qu'on va avoir le lien entre régime zonal et précipitation qui va s'affaiblir? Et dans ce cas, on aura encore moins de sécheresse qui pourront être expliquées par la circulation atmosphérique, ou encore plus. C'est les questions auxquelles on va tenter de répondre durant ma thèse. Et ensuite, il y a également un point prévisibilité saisonnière, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de prévoir réellement les sécheresses juste en regardant le champ de pression. Et je vous remercie. Ah. Merci Onaya.